Le Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, est une contrée entre la mer du Nord et la mer Baltique. Son drapeau bleu-blanc-rouge flotte partout au détour des plages, des champs et de la nature sauvage. Ce land abrite des milieux aquatiques variés, des fleuves et des canaux, Eider, Träne, Sorge et Trave, et plus de 200 lacs et tourbières. Sans compter les baies et les fjords. À l'ouest, le Schleswig-Holstein est bordé par la mer des Wadden. C'est là que se trouve le phare de Westerhever. Autrefois une île, l'endroit a été laborieusement reconquis sur la mer du Nord grâce à la construction d'une digue. Aujourd'hui, le village compte 99 habitants. L'église originelle a été détruite au XIVe siècle lors de la seconde inondation de la Saint-Marcel, puis reconstruite à une échelle plus petite. Dans la nef, on sent tout le respect qu'inspirait l'église autrefois, lorsque les villageois vivaient dans la peur constante des tempêtes, des inondations et des pillages. Tout ceci faisait partie du quotidien de Westerhever. Gunda Schutt est née ici et n'est jamais partie. Avec son mari, elle a réalisé son rêve, proposer aux touristes des ateliers de sculpture de sable. Le temps au bord de la mer étant souvent orageux et pluvieux, elle dispense ses cours dans sa maison. Le phare est le motif le plus populaire. Mais il y a aussi des choses plus classiques, selon les visiteurs. Les enfants veulent souvent un sujet inspiré de leur série. Les sculptures d'animaux sont très appréciées également. Chez les filles, ce sont les licornes, mais c'est très difficile à faire. Les garçons aiment les dinosaures ou les animaux puissants. Mais le phare reste le thème préféré des sculpteurs en herbe. Le Schleswig-Holstein est l'un des plus petits lands d'Allemagne. À l'intérieur des terres, un réseau de cours d'eau le sillonne comme une toile d'araignée. L'Eider, la Träne et la Sorge, tout en méandres et en courbes, sont restés à l'état naturel. Plusieurs de leurs segments sont situés sous le niveau de la mer. Au fil des siècles, les hommes ont construit des digues, des écluses et des barrages pour les protéger contre les marées et les crues. Le paysage a néanmoins gardé son caractère originel, comme si la dernière glaciation avait eu lieu hier. Les zones cultivées alternent avec les réserves naturelles. Uwe Neve est photographe animalier, spécialisé dans l'observation des espèces le long des cours d'eau. Depuis 20 ans, il passe sa vie dans la nature, notamment dans sa tente à fût. On me dit toujours que je n'ai pas de patience. Mais quand je suis dans mon abri, c'est comme si j'étais dans un autre monde. Je peux y rester 7 ou 8 heures d'affilée sans qu'il ne se passe rien. Quand j'ai commencé la photo, j'étais un peu naïf. Je me disais que l'oiseau allait venir se poser pile sur le bâton que j'avais planté. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut provoquer les choses.
Pour les mammifères, il faut faire attention à la direction du vent. Il faut observer les déplacements des animaux sauvages et installer son abri quelques jours avant de s'y installer. Pour les terriers de renards, par exemple, il faut vérifier l'hiver que l'animal passe bien par là. Pour le blaireau, on peut rester une semaine sans rien voir, ou plus longtemps. Une année, j'ai fait un affût près d'un terrier de blaireau et il ne sortait qu'à la nuit noire. Quand on fait de la photo animalière, on n'a jamais la garantie qu'on aura quelque chose à se mettre sous l'objectif. Quand je donne des conférences et que je montre mes photos, les gens me disent « C'est beau chez nous, on ignorait qu'il y avait tous ces animaux, il faut faire davantage pour les protéger. » Chaque photo a une histoire et implique de revenir plusieurs fois au même endroit, année après année, mois après mois. Cygne chanteur en hiver, cigogne entre mars et septembre. Pour chaque oiseau, chaque mammifère, il y a une période et un lieu précis. Les cigognes, par exemple, apprécient Bergenhusen. Les couples élèvent leurs petits ensemble et se relaient pour chercher la nourriture. Uwe sait que cela peut durer des heures avant qu'un des parents ait capturé suffisamment de mulots, grenouilles ou serpents pour rassasier les petits affamés. Difficile de prévoir quand, où et de quel côté du nid il va arriver. Les cigognes adultes peuvent parcourir des centaines de kilomètres pour trouver de la nourriture. Mais ici, ce n'est pas nécessaire, puisque les réserves naturelles jouxtent des prairies, des pâturages et autres terres agricoles. Dans un champ fraîchement fauché, il est plus facile pour les cigognes de débusquer des rongeurs ou de glaner des petits invertébrés. Le photographe parcourt régulièrement l'Eider à bord d'une embarcation presque silencieuse pour observer la vie sauvage sur les berges. Chaque journée, chaque saison, chaque météo offre des conditions différentes. Et souvent, même lors des plus idylliques balades fluviales, Uwe ne rapporte aucune bonne photo. Les oiseaux sont dans leur nid, ou alors ils ont leurs poussins. Mais l'herbe est trop haute pour les voir. On a du mal à les observer car ils s'installent loin à l'intérieur des terres. Ils ne sont pas au bord des chemins ou des routes où ils seraient gênés par la circulation, les cyclistes ou les promeneurs. Ils se replient plus loin dans les prés où on ne peut pas les voir. Au confluent de l'Eider et de la Träne, Friedrichstadt est une petite ville atypique et chargée d'histoire, quadrillée par des canaux et de nombreuses écluses. Elle est surnommée la Petite Amsterdam. À partir de 1621, le duc Frédéric III invita des remontrants néerlandais et autres minorités persécutées à venir s'y installer. La construction d'écluses, de digues et de canaux n'avait aucun secret pour ces nouveaux arrivants. Ils ont beaucoup contribué à l'essor économique de la région. Friedrichstadt est encore aujourd'hui appelée la ville de la tolérance et abrite diverses communautés religieuses. La source de la Träne, au sud de Flensbourg, fait partie de l'une des quelques 200 réserves naturelles du Schleswig-Holstein. Angela Dornis est bergère et conduit son troupeau dans tout le nord du Land depuis de nombreuses années. Préserver la nature ne signifie pas laisser les zones protégées à l'abandon. Elles seraient rapidement envahies par les broussailles et la végétation. Il faut entretenir les digues pour éviter les inondations et les anciens marécages ne se renaturent pas tout seuls.
Angela fait pâturer ses bêtes pour le compte des autorités chargées de la protection de la nature. Elle est originaire du Jura souabe. Elle aime son métier, qui est aussi une vocation, et parcourt la région toute l'année. Il pâture des zones de grande valeur écologique qui offrent un habitat à des plantes devenues rares. Les moutons contribuent à maintenir le paysage ouvert et à éviter l'embroussaillement. J'ai aussi des chèvres dans le troupeau. Le but est d'amaigrir les sols pour recréer un milieu favorable aux plantes qui ont été éliminées par l'agriculture intensive. Mon but n'est pas d'engraisser le plus d'agneaux possible, mais d'avoir des moutons résistants, capables d'entretenir le paysage. Et mes jaglus sont le plus à même de remplir cette tâche. Cette race ancienne n'est pas la plus intéressante sur le plan économique, mais elle est parfaitement adaptée à ce milieu parce qu'elle est frugale et robuste. Nous vivons en harmonie avec la nature et au rythme des saisons. Au printemps, quand les agneaux viennent au monde, on est dehors. Nous sortons avec le troupeau. Le matin, on conduit les bêtes dans les zones où elles peuvent paître. À midi, on les parque dans un enclos pour qu'elles puissent ruminer. Et l'après-midi, on les ressort jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'elles soient rassasiées. Puis, on les rentre dans les enclos. Voilà en gros le quotidien d'une gardienne de troupeau. La réserve naturelle de Geltinger Birk, à la sortie du fjord de Flensbourg, accueille plus de 200 espèces d'oiseaux venus y faire une halte, nicher ou hiverner. Elle existe parce que les hommes ont asséché les terres alluviales en construisant des digues et entretiennent le paysage. Pour consolider les sols et empêcher l'embroussaillement, on a introduit des chevaux sauvages originaires de Pologne, les koniks. Ces petits chevaux robustes avaient déjà démontré leur intérêt aux Pays-Bas. Ils peuvent vivre dehors toute l'année et ne craignent pas les zones humides. Ils trouvent de quoi se nourrir même sous la neige et la glace. Géologiquement, le fjord de Flensbourg est le résultat d'une excavation glaciaire de 50 km. Au Moyen-Âge, les fjords étaient tournés vers la marine marchande. Aujourd'hui, ils sont le terrain de jeu des passionnés de voile. Une fois par an, le jour de l'Ascension, de vieux gréements venus du Danemark et d'autres ports de la Baltique se rassemblent à l'occasion de la régate du Rhum, qui célèbre le passé historique du fjord. Au XVIIe siècle, des navires marchands partaient de Flensbourg pour gagner les comptoirs danois dans les Caraïbes. Ils revenaient les cales pleines de rhum qui étaient transformées ici. Ce commerce a fondé la réputation de Flensbourg en tant que métropole du rhum et a assuré la prospérité économique de la ville pendant des siècles.
À Schleswig an der Schlei, le château de Gottorf, ancienne résidence des rois du Danemark et des ducs du Schleswig-Holstein, abrite aujourd'hui plusieurs musées régionaux. Mara Weber, une archéologue spécialiste de l'âge de pierre, y mène des recherches. D'est en ouest, tout un secteur était recouvert de glaciers lors de la dernière période glaciaire, la glaciation vistulienne. Cette région vallonnée à l'est, la Suisse du Holstein, n'existe que parce que les glaciers l'ont recouverte. Les moraines et les lacs datent de la dernière glaciation. Schleswig est situé à la limite de la forêt. On a ces collines morainiques avec des vallées qu'on n'attend pas du tout. Le relief s'aplanit à l'ouest. Autre point important, quand les groupes humains arrivent en Allemagne du Nord à la fin de la dernière ère glaciaire, la mer du Nord n'existe pas encore. On peut aller à pied en Angleterre et à Helgoland. Il y a une vaste plaine qu'on appelle le Doggerland. Il faut imaginer un paysage très différent. La mer du Nord est apparue au Mésolithique. Le littoral méridional se déplace de plus en plus vers le sud à mesure que le niveau de la mer remonte en raison de la fonte des glaciers. La mer Baltique non plus n'existait pas. C'était un lac proglaciaire, nettement plus petit que la mer actuelle. On pouvait aussi aller à pied sur les îles danoises, qui à l'époque n'en étaient pas. Tout a été façonné par la glaciation et ses conséquences. La Schlei s'est également formée lors de la dernière période glaciaire. Cet ancien ruisseau glaciaire, qui s'écoule de la mer Baltique jusqu'à l'intérieur des terres, est considéré comme le seul véritable fjord du Schleswig-Holstein. Autrefois, la Schlei regorgeait de poissons d'eau douce et d'eau de mer. Au XVIIe siècle, à Holm, une centaine de familles vivaient de la pêche. Une corporation réglementait les périodes et les quotas de pêche. Elle veillait à ce que la Schlei ne soit pas surexploitée et à ce que les familles de pêcheurs puissent vivre de leur travail. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de pêcheurs. L'ancien village prospère a des airs de musée. Jörn Ross et ses fils font partie de ces derniers Mohicans. Leurs ancêtres pêchaient déjà ici au début du XVIIIe siècle. Le métier s'est transmis de père en fils. Rares sont ceux qui connaissent la Schlei et ses habitants aussi bien que Jörn. Le bras de mer de 42 km de long est alimenté par de l'eau saumâtre. Depuis l'embouchure jusqu'à Schleswig, la salinité baisse régulièrement, ce qui offre un milieu propice à des espèces qui ne vivent habituellement qu'en eau douce ou qu'en eau salée. Au Moyen-Âge, grâce à sa proximité avec l'Eider, la Schlei était une voie commerciale de première importance pour toute la région baltique. Jörn a lui-même connu ça et a vécu beaucoup de choses dans son métier. J'ai commencé en 1979. Je fais ce métier depuis 44 ans. À la fin de l'année scolaire, quand les autres partaient en vacances, moi, j'étais sur l'eau dès le lendemain. Les autres se baignaient tout l'été, et moi, je travaillais parfois même de nuit. Ce n'était pas facile, quand j'y repense. Chez nous, le travail passe avant tout le reste. On se repose seulement quand il fait mauvais temps. La vie de pêcheur est maintenant un peu plus souple. On ne travaille pas à l'heure, mais au kilo. Quand la météo est mauvaise, on reste à la maison et on a quartier libre. Jörn et ses collègues n'ont pas le moral. Les immenses bancs de harengs qui venaient se reproduire dans la Schlei ont considérablement régressé. Parmi les causes probables, la surpêche, le changement climatique, les influences environnementales. Jörn inspecte ses nasses et regarde les anguilles qu'il pourra proposer à la vente.
La plupart sont trop petites et doivent être relâchées. Le hareng, le poisson emblématique de la Schlei, est aujourd'hui une espèce rare. C'est notre principale source de revenus avec l'anguille, vu que les poissons d'eau douce sont décimés par les oiseaux. On a du mal à lutter contre ça. On espère que d'autres espèces prendront le relais, mais je ne vivrai pas assez longtemps pour le voir. Pour l'instant, il faut faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire les anguilles et les harengs. Tous les autres poissons, brèmes, gardons, brochets, cendres, ont disparu. Pour Jörn, le métier de pêcheur n'a rien de romantique. Il est plutôt synonyme de vache maigre, de crise et de soucis. Les derniers pêcheurs sont inquiets pour leur survie. Et c'est avec nostalgie que Jörn se souvient d'une époque plus radieuse. Le hareng est l'or de la Schlei. En 1948 et 1949, les pêcheurs ont gagné des millions. C'étaient les rois. C'était l'après-guerre. Les gens avaient faim et avaient enfin un peu plus de moyens. On expédiait le poisson jusqu'à Berlin et dans d'autres grandes villes par camion. C'était le bon temps. Le soir, Jörn et l'un de ses fils partent en mer et déroulent leurs filets. Leurs gestes sont fluides et précis. Les deux hommes ne se parlent presque pas. Ils savent que la nuit sera rude et le résultat incertain. En remontant les filets, ils ne laissent rien paraître de leur tension. Ils répéteront l'opération jusqu'à 8 fois au cours de cette longue nuit. Un travail de titan. La pêche est décevante. À part un poisson acceptable, il n'y a que des prises accessoires qui sont remises à l'eau. Aujourd'hui, je ne conseillerais à personne de faire ce métier. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais avec les quotas de capture et toute la réglementation, les perspectives d'avenir ne sont pas roses. Je ne suis même pas sûr que mes fils pourront en vivre jusqu'à leur retraite. Mais ça peut aussi vite changer dans l'autre sens. En milieu rural, l'agriculture représente un secteur économique important. Avec le tourisme, elle est la principale source de revenus. La pittoresque mosaïque de champs et d'aires protégées sur fond de mer Baltique compose un milieu écologiquement sensible. Lorsque l'eau salée de la Baltique s'écoule dans un lac intérieur, cela ne fait pas seulement le bonheur des sternes. Le reflux contribue au maintien des prés salés et des roselières d'eau saumâtre. Ce sont des milieux accueillants pour les oiseaux migrateurs comme pour les plantes rares, et qui font l'objet de mesures de protection strictes.
Mesure dont profitent les tadornes de Belon, les mouettes mélanocéphales, les oies cendrées, les guêpes huppées et même les cormorans, pourtant décriés en raison de leur prédation sur les poissons. En mai, les harles-bièvres femelles préparent leur progéniture à devenir autonomes. Chez les huîtriers pies, les petits sont en plein apprentissage de recherche de nourriture. L'est du Land forme la région des Grands Lacs, dont ceux de Pleune et de Zeeland. La baie de Lübeck commence à l'embouchure de la Trave. La voile est un sport très pratiqué dans les baies, les fjords et sur les lacs du Schleswig-Holstein. Lorsque les frères Johann et Anton Zach remportent la régate de la semaine de Kiel à bord de leur 29er, qu'ils deviennent champions d'Allemagne et se qualifient pour les championnats du monde, tout le pays est en émoi. Ceux qui maîtrisent avec brio les éléments jouissent ici d'un grand respect. Le 29er est un bateau extrêmement léger. Il est très instable, mais comme il a une grande surface de voile, il est très rapide, même par vent faible. L'année dernière, on s'est entraîné presque tous les week-ends, vendredi compris. On navigue souvent à Kiel. Et pendant la semaine de la régate, on doit souvent virer de bord. Il faut naviguer sous un ciel nuageux, dans certaines conditions de vent. Aujourd'hui, c'est pareil. On appelle ça un temps de traîne. Il y a surtout des vents de sud-ouest qui viennent de la terre. On s'entraîne à maîtriser les virements de bord pour pouvoir tirer parti des conditions. Il faut bien savoir bouger sur le bateau. Ça nécessite une bonne maîtrise de son corps. Et bien sûr, on est toujours dépendant du vent. Les conditions ne sont jamais les mêmes. On apprend toujours quelque chose de nouveau. Pour naviguer à grande vitesse dans la baie, par un vent de force 6 et avec de la houle, il faut connaître et aimer ce sport. Aujourd'hui, les deux frères sont presque les seuls à oser sortir sur leur petit dériveur. L'été, quand le vent est moins fort, les étendues d'eau du Schleswig-Holstein se couvrent de plaisanciers. La voile est un sport très populaire. Lorsqu'ils ont remporté la régate de Kiel en 2021, Anton et Johann avaient 13 et 16 ans. S'ils continuent de s'entraîner et d'enchaîner les compétitions, les experts leur prédisent un grand avenir. Les skippers de haut niveau doivent faire preuve d'adresse, de réactivité, de courage et d'intelligence tactique, et savoir composer avec les conditions météo. Il ne faut pas avoir peur d'affronter le vent, la mer et le froid. Le Schleswig-Holstein regorge de lieux féeriques, demeures seigneuriales et sites royaux. Entre Lütjenburg et la mer Baltique, le château de Panker témoigne de 500 ans d'histoire mouvementée. Un château,
des chevaux logés comme des rois, des jardins à l'anglaise. Le faste de Panker surprend le visiteur. Le château est un domaine en activité qui emploie 36 personnes. Son régisseur, M. Aratz von Winzigerode, connaît son histoire sur le bout des doigts. Panker hat viel mit Geschenken und Geschenktwerden zu tun. L'histoire du château a un fil rouge. Les cadeaux, ce qu'on offre ou qu'on reçoit. Au début du XVIIIe siècle, en 1715, un prince de Hesse épouse une princesse suédoise. 5 ans plus tard, elle lui offre le trône de Suède. En revanche, elle ne lui a pas donné d'enfant. Une autre femme s'en chargera. Une comtesse Taube, également suédoise, lui a donné plusieurs enfants, dont 2 ont survécu. C'est à ses enfants, ou plutôt à sa maîtresse suédoise et à ses enfants, que le prince et roi de Suède a offert ce domaine. La princesse ne l'a pas vu puisqu'elle est morte peu après les naissances. L'aîné des enfants, Frédéric Guillaume, est devenu prince sous le nom de Hessenstein. Il a beaucoup construit et rénové. C'est à lui que l'on doit l'aspect actuel du domaine. Nous cultivons 1500 hectares de terre en biens propres et nous gérons au total 2500 hectares. Ici, nous cultivons du blé, de l'orge et du colza, mais aussi du maïs destiné à l'alimentation animale des exploitations alentours ou aux usines de biogaz. De l'avoine également. En dehors de l'agriculture, nous produisons des énergies renouvelables. Nous avons un élevage de chevaux trakehner et nous avons une forêt dans laquelle se trouve un espace de deuil. Les chevaux tendent le cou lorsqu'ils aperçoivent Sarah Koenig. Elle est responsable du dressage des chevaux et elle-même cavalière émérite. Le Trakehner est un cheval d'une très grande sensibilité. Il s'attache à nous. C'est caractéristique de cette race et c'est très appréciable dans le travail au quotidien. Il y a une complicité avec les chevaux. On voit à quel point ils sont réceptifs et intelligents. La marque de fabrique de notre hara, c'est de travailler dans la joie et le plaisir. Le Trakehner est un cheval de selle souvent utilisé en concours complet et en dressage. Mais avant de disputer ces épreuves, les jeunes chevaux doivent suivre un long apprentissage. La particularité de cet endroit, c'est cette combinaison entre le domaine et le hara. Vivre au château avec les chevaux a un prestige qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Avec cet élevage, on perpétue la tradition tout en ayant un regard sur l'avenir. Le Trakehner est la plus ancienne race allemande de cheval de selle. Elle est originaire du village du même nom, dans l'ex-Prusse orientale. Les rois prussiens aimaient ce cheval, mais la race a failli s'éteindre après la Seconde Guerre mondiale. Le hara a cessé son activité et de nombreux chevaux ont été envoyés dans l'ex-URSS à titre de réparation. Seuls quelques individus sont parvenus en République fédérale d'Allemagne, où leur élevage a été relancé dans différents lieux, comme ici à Panker. Je m'occupe uniquement des jeunes chevaux. Je commence leur dressage à 3 ans, avec le travail en longe et le débourrage. On les habitue à être montés et je trace la voie pour de futurs dressages. Après la longe, je les habitue à avoir un cavalier, moi en l'occurrence, sur leur dos. Je leur enseigne les allures de base, le pas, le trot et plus tard le galop.
D'abord dans le manège, puis on sort un peu pour que les chevaux découvrent leur environnement et se focalisent moins sur le cavalier. C'est ça mon travail. Une excursion au bord de la mer Baltique fait bien entendu partie du programme. L'enclos réservé aux poulains et à leur mère a vue sur la mer. Sarah tisse très tôt une relation avec les chevaux dont elle va s'occuper et qu'elle dressera au fil des années. Ce tableau idyllique ne doit pas faire oublier qu'un haras a aussi vocation à générer des revenus. Ce qui signifie repérer très tôt les chevaux qui seront revendus à bon prix, soit comme chevaux de selle, soit comme reproducteurs. On remarque tout de suite que certains chevaux sont doués. Par exemple, en longe, ils ont de très bonnes allures et une parfaite qualité de mouvement. Le mouvement proprement dit et la séquence de mouvement sont pour nous le principal critère de qualité chez un cheval. Un jeune cheval qui a une foulée régulière et harmonieuse aura l'étoffe d'un excellent cheval de selle et plus tard d'un excellent étalon. Le lac de Zeeland est situé non loin du château de Panker. Deuxième plus grand lac du Schleswig-Holstein, c'est une propriété privée dont seule une partie est ouverte au public. Un tiers de sa superficie est strictement protégé. Christophe Keller y est garde-chasse et garde-pêche depuis plus de 30 ans. Il patrouille presque tous les jours et connaît le lac comme sa poche. Il effectue le comptage des oiseaux d'eau, détermine les effectifs nicheurs et la taille des populations, et surveille la qualité de l'eau. Il balise les zones protégées et veille à ce qu'elles soient respectées par les usagers du lac. Ce n'est pas une sinécure vu la superficie. Le lac fait 2250 hectares, avec une circonférence d'environ 30 km. La particularité de ce lac est qu'il n'y a aucune construction susceptible de perturber la vie sur les berges. Ce sont environ 300 millions de mètres cubes de terre qui ont été déposés par une langue glaciaire se déplaçant vers le sud. Cette langue glaciaire avançait de 30 cm par jour et balayait tout ce qu'il y avait sur son chemin. Si on était tout à fait honnête, on devrait encore payer des droits de mutation à Charles XVI, Gustave de Suède. Car ce sol ne nous appartient pas. Il a été transporté jusqu'ici et déposé dans les moraines. Les lacs formés par l'eau de fonte s'y sont encastrés. C'est la plus grande ripisylve d'un seul tenant du Schleswig-Holstein. C'est une aire protégée entre les milieux terrestres et aquatiques. Les roselières denses, les forêts de frênes et les zones d'eau peu profondes épargnées par le dérangement offrent un abri sûr à de nombreuses espèces d'oiseaux et de végétaux. Mais Christophe n'ignore pas que la frontière entre intérêts économiques et protection de la nature est ténue. Un lac de cette étendue dans une région aussi touristique que le Schleswig-Holstein est naturellement source de problèmes. Les clubs de voile ont des bateaux qui sont tous numérotés.
Lors de ma patrouille, je vois tout de suite si quelqu'un se comporte mal. Les plaisanciers, ça va. Ils respectent les règles. Le problème, c'est les pédalos ou les kayaks qui viennent se faufiler ici. On a aussi des véliplanchistes qui franchissent parfois la limite. Et les paddles franchissent vraiment les bornes. Quand c'est moi qui passe avec mon bateau, les oiseaux me reconnaissent. Ils s'envolent et me regardent passer. Mais si quelqu'un d'autre s'aventure près de la roselière, ils n'aiment pas ça du tout. Pour contrôler la qualité de l'eau, il mesure la profondeur de visibilité. On fait ce test chaque semaine. Ça permet de voir si la prolifération des algues fait baisser la visibilité, ou si tout va bien. Il y a des interactions entre le phytoplancton et le zooplancton. Ces minuscules crustacés, daphnies, copépodes, etc., sont des millions. Ils mesurent 1 millimètre. Ils se nourrissent de plancton, broutent les algues et nettoient le lac. On effectue ces mesures depuis 30 ans dans 48 lacs. On analyse les résultats et on voit s'il se passe quelque chose en particulier dans un lac. La visibilité est de 6,10 mètres, 6,20 mètres. C'est le lac modèle. Malheureusement, tous les lacs du Schleswig-Holstein ne sont pas en aussi bonne santé. Certains sont pollués, notamment par les nitrates. Trouver un équilibre entre agriculture, tourisme et protection de la nature est un objectif très délicat. Comme Christophe Keller, de nombreux défenseurs de l'environnement s'engagent pour préserver les merveilles naturelles de cette contrée entre deux mers.